Durant l'été 1966, alors que l'Angleterre était en proie à une véritable fièvre footballistique, l'équipe de France arrivait à la Coupe du Monde avec de grandes ambitions et une génération de joueurs exceptionnellement talentueux. À cette époque, le football n'était pas encore totalement commercialisé et les jeunes hommes foulaient la pelouse avec une fierté pure. Composée d'une équipe mêlant expérience et jeunesse, incarnant une philosophie de jeu offensive romantique et audacieuse, la formation française surnommée les Coqs de France, ne parvint pas cette année-là à soulever le prestigieux trophée ni à franchir la phase de groupe, mais laissa derrière elle un sentiment de regret et de nostalgie chez les supporters. Cette équipe aux fortes personnalités, véritables artistes sur le terrain, posa les fondements de la transformation du football français pour les décennies à venir. Mais derrière ces batailles acharnées sur les pelouses de Wembley ou de White City, se cachent des joueurs aux destins uniques. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé le temps, tel un fleuve silencieux mais implacable emportant leur jeunesse et gravant des marques indélébiles sur leur vie. Certains sont devenus des légendes sur le banc de touche, bâtissant de nouveaux empires. D'autres ont choisi la retraite, menant une vie simple auprès de leur famille. Et d'autres encore ont vu leur parcours tragiquement interrompu, laissant derrière eux une immense tristesse. Aujourd'hui, replongeons-nous dans le passé en retraçant le parcours tumultueux des 22 mousquetaires qui ont fièrement arboré le maillot bleu durant cet été anglais. Philippe Gondet arrive à la Coupe du Monde. 1966, auréolé du titre d'attaquant le plus redouté de France fort de ses 36 buts inscrits en une seule saison de Ligue 1, un record qui teint des décennies. À 24 ans, Gondet incarnait le plus grand espoir de l'attaque française grâce à son talent inné pour le but, sa palette de finition variée et son sens aigu du jeu dans la surface. Cependant, en Angleterre, les blessures et un marquage serré l'empêchèrent de briller comme prévu. Malgré tout, l'image de cet attaquant flamboyant de Nantes reste gravée dans la mémoire des supporters. Après le tournoi, la carrière de Gondet fut ravagée par des blessures persistantes au genou. Il ne retrouva jamais le niveau exceptionnel qu'il avait affiché lors de la saison magique de 1965-1966. Il joua dans plusieurs clubs de moindre envergure avant de prendre sa retraite. Loin des terrains, Gondet choisit une vie paisible loin des médias. Il travailla dans le vin et l'informatique, menant une vie modeste à Nantes. Il évoquait rarement son passé glorieux, acceptant la réalité avec la sérénité de celui qui avait connu la gloire comme l'amertume. L'histoire de Gondet est le récit poignant d'un talent brisé par une blessure. Sur le terrain, il brillait de mille feux. Mais en dehors, il dut apprendre à accepter la cruauté du destin. Pourtant, l'élégance de son jeu transparaît encore dans sa façon d'affronter la vie avec douceur et sans amertume. Il trouvait la joie dans les choses simples, au lieu de s'attarder sur ce qu'il avait perdu. Le parcours de ce buteur de renom s'est toutefois achevé. Le 21 janvier 2018. Philippe Gondet s'est éteint à l'âge de 75 ans. Sa disparition a bouleversé les supporters nantais et le football français. Malgré une carrière courte mais brillante, le nom de Philippe Gondet restera à jamais une légende, une icône de la beauté, à la fois fragile et éclatante du football offensif. Marcel Artellessa était bien plus qu'un simple défenseur central. C'est un roc, un capitaine inébranlable, un soutien moral indéfectible pour ses coéquipiers. À 27 ans, avec sa carrure imposante et son calme imperturbable, Artellessa offre une sérénité absolue en défense. Son jeu n'est pas flamboyant, mais empreint de diligence, de précision et d'un sens des responsabilités digne d'un ouvrier du bâtiment, fidèle à sa profession. Sa prestation en Angleterre, aussi brève, fut-elle à pleinement démontrer les qualités d'un capitaine exemplaire toujours en première ligne face aux assauts incessants de l'adversaire.
Après avoir quitté les feux de la rampe de la Coupe du Monde, la carrière d'Artellessa s'est poursuivie dans des clubs prestigieux comme l'AS Monaco et l'Olympique de Marseille. Symbole de résilience, héros discret du football français des années 1960. Il a une fois sa retraite sportive terminée, refusé la voie glamour des médias et la pression d'un poste d'entraîneur professionnel. Il est retourné à une vie simple, travaillant pour la marque Adidas, puis occupant des emplois modestes dans sa ville natale. Artellessa est un modèle pour toute une génération de joueurs qui ont joué par passion, non par appât du gain. Père de famille, il a toujours fait preuve d'une humilité exemplaire. Sa vie s'est déroulée paisiblement loin des scandales, à l'image de sa carrière fiable et discrète. Les parallèles entre le rôle de Marcel Artellessa sur le terrain et sa vie réelle sont frappants. Sur le terrain, il est gardien de but, protégeant ses coéquipiers. En dehors, il est un pilier pour sa famille, un homme fiable. L'image du bâtisseur travailleur de sa jeunesse est désormais ancrée dans son destin, l'aidant à construire une vie sans faste, mais empreinte de discipline et de respect de soi. Il est la preuve que la célébrité n'a pas forcément besoin d'être étincelante. Parfois, elle brille par sa simplicité et sa sincérité. Le parcours de ce capitaine dévoué s'est toutefois achevé. Le 23 septembre 2016, Marcel Artellessa s'est éteint à l'âge de 78 ans chez lui. Sa disparition, aussi paisible que sa vie, a laissé un immense vide dans le cœur des supporters français nostalgiques. Son héritage ne se limite pas au brassard de capitaine de 1966, c'est une véritable leçon de dévouement et de fidélité. Robert Budzinski, Bud, était un défenseur central doté d'une intelligence et d'une technique exceptionnelle. À 26 ans, il était un joueur clé du FC Nantes, équipe qui dominait le football français grâce à son fameux jeu à la nantaise. Lors de la Coupe du Monde 1966, Budzinski apporta une élégance à la défense, un style défensif fondé sur le jugement plutôt que sur la force brute. Il incarnait la beauté de l'intelligence dans le football, un gentleman au sein de la ligne défensive. Cependant, la tragédie frappa peu après. En 1968, une terrible fracture de la jambe contraignit Budzinski à prendre une retraite prématurée à l'âge de 28 ans, alors que sa carrière était à son apogée. Mais une porte se fermait, une autre s'ouvrait, et c'est ainsi que naquit la véritable légende. Budzinski devint directeur sportif du FC Nantes et occupa ce poste pendant 35 ans. Il fut le grand architecte de la célèbre académie de jeunes du FC Nantes, découvrant et formant une pléiade de stars du football français tels que Deschamps-Desailly et Karembeu. Il transforma la douleur de sa retraite en une motivation pour contribuer au football d'une manière différente, plus profonde et plus durable. La carrière de Budzinski témoigne avec éloquence du triomphe de l'intelligence sur l'adversité. Sur le terrain, il excellait dans l'analyse du jeu. Dans la vie, il était un visionnaire façonnant de l'avenir de tout un club. Homme discret et humble, il était doté d'une grande clairvoyance. Sa vie fut exempte de scandales, mais jalonnée de réussites, fruit d'un travail intellectuel inlassable. Le parcours de ce grand architecte a cependant pris fin. Le 17 juillet 2023, Robert Budzinski s'est éteint à l'âge de 83 ans. Sa disparition est une perte immense, non seulement pour le FC Nantes, mais pour le football français tout entier. Son héritage ne se limite pas au titre, mais englobe également une philosophie du football et un système d'entraînement qui ont hissé le football français au rang des plus grands noms du football mondial. Gérard Hauser, l'ailier gauche talentueux de 27 ans, fut l'une des rares lueurs d'espoir de la France lors de la Coupe du Monde 1966. Il inscrivit le but de l'honneur face à la redoutable Angleterre à Wembley. Grâce à sa vitesse, sa technique et son pied gauche exceptionnel,
Hauser apportait imprévisibilité et panache aux actions offensives. Il jouait avec la passion d'un Alsacien se donnant toujours à fond. Après la Coupe du Monde, Hauser est devenu une légende à Strasbourg puis à Metz. Il était non seulement un grand joueur, mais aussi un brillant entraîneur. Après sa retraite de joueur, il a rejoint le conseil d'administration de Strasbourg, dont il a même été le président. Parallèlement au football, Hauser a connu un grand succès dans le secteur des articles de sport avec sa marque Puma en France. Homme dynamique et perspicace, il a su transformer sa notoriété footballistique en réussite commerciale. La carrière et la vie de Gerhard Hauser illustrent une ascension fulgurante, fruit d'un travail acharné et d'une intelligence hors du commun. Sur le terrain, il excellait dans l'art de marquer des buts. En dehors, il a su bâtir une entreprise prospère. Il est un modèle de réussite, incarnant l'équilibre parfait entre passion et carrière, entre gloire passée et réalité présente. Aujourd'hui, à 24 ans, Gerhard Hauser coule une retraite épanouie. Toujours très impliqué dans le football alsacien, il est régulièrement invité à des événements festifs. Il est une source de fierté pour les Strasbourgeois, la preuve vivante que les footballeurs peuvent parfaitement devenir des entrepreneurs à succès. Jan Djorkaeff, surnommé Chucky, était un arrière latéral tenace et intraitable. À 26 ans, ses origines kalmouks et polonaises lui conféraient un style de jeu à la fois fougueux et agressif, mais aussi rigoureux. Lors de la tournée en Angleterre en 1966, Djorkaeff disputa les 3 matchs, se montrant toujours un pilier fiable sur son flanc prêt à se projeter vers l'avant pour participer aux attaques. Il devint un symbole de résilience et d'un esprit combatif indomptable. Après la Coupe du Monde, Djorkaeff poursuivit son illustre carrière en devenant le premier capitaine du Paris Saint-Germain PSG, jetant ainsi les bases du club de la capitale. Après sa retraite de joueur, il s'est reconverti en entraîneur et a occupé des postes importants en Coupe de France. Mais son plus grand héritage est sans doute son fils Yuri Djorkaeff, qui a perpétué le rêve de son père en remportant la Coupe du Monde 1998 avec l'équipe de France. Jan a mené une vie exemplaire, un père strict mais aimant, qui a transmis sa passion du football à la génération suivante. Le lien entre Jan Djorkaeff sur et en dehors des terrains est celui d'un pionnier, d'un précurseur. Sur le terrain, il a ouvert la voie aux attaques sur les ailes. En dehors, il a guidé la carrière de son fils et le développement du PSG naissant. Il est le trait d'union entre le passé et le présent, entre la génération regrettable de 1966 et la glorieuse génération de 1998. Aujourd'hui, à 84 ans, Jan Djorkaeff est en pleine forme et assiste régulièrement à des événements footballistiques. Figure respectée du football français, il est un témoin vivant de l'histoire. Son plus grand bonheur est de voir son héritage se perpétuer non seulement à travers son fils, mais aussi à travers des générations de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants et grâce au brillant développement du football français qu'il a contribué à façonner. Bernard Bosquier arriva à la Coupe du Monde, 1966 à seulement 23 ans, jeune espoir prometteur en défense. Il possédait un style de jeu moderne et intelligent, une excellente lecture du jeu et un sens offensif remarquable. Des qualités rarement rencontrées chez les défenseurs centraux à cette époque. Durant le tournoi Bosquier, disputa les 3 matchs, faisant preuve d'une maturité exceptionnelle et laissant entrevoir un avenir prometteur chez les Bleus. Il incarnait la volonté de faire ses preuves, un vent de fraîcheur dans une équipe en pleine transition. Après la Coupe du Monde Bosquier, s'est véritablement imposé comme l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football français. Il a rejoint Saint-Étienne puis Marseille, remportant de nombreux titres de champion et de Coupe de France. Bosquier est également célèbre pour son transfert controversé de Saint-Étienne à l'OM, un choix audacieux à l'image de son style de jeu. Après sa retraite de joueur, il est devenu directeur sportif, révélant de jeunes talents
et continuant à contribuer au football en tant qu'entraîneur. Il dirige également une entreprise d'articles de sport et mène une vie active et prospère. L'image d'un défenseur central flamboyant et décisif sur le terrain incarnait parfaitement la vie de Bosquier. Homme d'action, il n'avait pas peur des défis et aspirait constamment à être un leader. De ses tacles exquis à ses décisions audacieuses en matière de gestion et d'affaires, Bosquier a toujours fait preuve des qualités d'un véritable chef. Il a su parfaitement concilier sa gloire footballistique et sa réussite professionnelle, incarnant le joueur moderne en avance sur son temps. Aujourd'hui, à 81 ans, Bernard Bosquier jouit d'une forme physique exceptionnelle et d'un esprit vif. Il mène une vie paisible mais riche en activités intervenant régulièrement dans les médias pour partager son analyse pertinente du football contemporain. Il est l'un des rares témoins encore vivants de la génération 1966 à suivre avec la fierté d'une grande figure du football français, les parcours de l'équipe de France. Marcel Aubour, le gardien de but de 25 ans de l'équipe de France en 1966, incarnait la spontanéité et le courage dans les cages. Bien plus qu'un simple dernier rempart, Aubour était un artiste capable de plongeons spectaculaires et de manœuvres parfois audacieuses qui tenaient les spectateurs en haleine. Avec sa personnalité insouciante et son sourire permanent, il insufflait de l'optimisme à toute l'équipe. Ses 3 matchs de Coupe du Monde cette année-là ont mis en lumière son talent inné. Même encaissant des buts, il n'a jamais baissé les bras. Après la Coupe du Monde, la carrière d'Aubour a continué de s'épanouir à l'OGC Nice puis au Stade de Reims. Il est devenu l'un des gardiens de but les plus appréciés de France, non seulement pour son talent, mais aussi pour son humour et son goût pour taquiner ses coéquipiers et ses adversaires. Après sa retraite, Aubour n'a pas complètement abandonné le football, mais a choisi de profiter de la vie dans le sud de la France. Il est connu pour sa joie de vivre son amour de la pétanque et son goût pour les plaisirs simples. Aubour gère un hôtel-restaurant où il reçoit souvent de vieux amis et partage avec enthousiasme des anecdotes mémorables. Il existe un lien étrange entre le style de gardien de but de Marcel Aubour et sa vie. Sur le terrain, il était un gardien excentrique et haut en couleur. En dehors, c'était un homme joyeux qui ne se laissait pas abattre par les difficultés de la vie. L'optimisme qu'il insufflait à ses anciens coéquipiers, il le cultivait lui-même, toujours tourné vers l'avenir avec le sourire, transformant les difficultés en conversations légères à table. Aujourd'hui, à 83 ans, Marcel Aubour coule des jours paisibles et heureux dans le Var. Loin du tumulte du football moderne, il consacre son temps à sa famille et à jouer à la pétanque avec ses amis. Si ses cheveux ont blanchi et que ses mains ne sont plus aussi agiles qu'avant le regard de l'ancien clown, des buts pétillent encore de joie, témoins vivants d'une époque romantique du football. Joseph Bonnel était un véritable pilier au milieu de terrain. À 27 ans, le joueur de Valenciennes était un infatigable milieu de terrain, n'hésitant pas à s'engager physiquement et toujours présent dans les zones clés du terrain. Discret comme certaines stars offensives, Bonnel était un héros de l'ombre, récupérant inlassablement le ballon et assurant la liaison entre les lignes. Sa performance lors de la Coupe du Monde 1966 témoigne de son dévouement, un travailleur acharné au sein d'un groupe d'artistes donnant toujours le meilleur de lui-même pour son pays. Après le tournoi, la carrière de Bonnel prit un tournant décisif lorsqu'il rejoignit l'Olympique de Marseille. Il y devint un joueur clé durant l'âge d'or du club phocéen, remportant de nombreux titres nationaux. Après sa retraite de joueur, Bonnel se tourna vers l'entraînement dirigeant Marseille, puis des équipes de moindre envergure. Meneur exigeant mais dévoué, il inspira des générations de jeunes joueurs grâce à son expérience acquise à la dure.
Bonnell était un homme discret sur sa vie privée. Travailleur acharné, il resta passionné de football jusqu'à un âge avancé. Les similitudes entre Joseph Bonnell sur et en dehors des terrains sont frappantes. Milieu de terrain infatigable et dévoué. Il est devenu entraîneur, un passionné de football qui s'est consacré à ce sport jusqu'à son dernier souffle. Il ne recherchait pas la gloire, mais l'efficacité et un véritable impact dans son travail. Le sérieux et le sens des responsabilités ont été les principes directeurs de sa carrière de joueur et de sa vie. Le parcours de ce guerrier discret s'est toutefois achevé. Le 13 février 2018, Joseph Bonnell s'est éteint à l'âge de 79 ans. Sa disparition a profondément affecté le monde du football du sud de la France. Il est parti comme il avait joué discrètement sans tapage, mais en laissant derrière lui un héritage indéfectible d'amour pour son métier et de dévouement sans faille. Yves Zerbet était le plus jeune joueur de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 1966 à seulement 20 ans. Malgré son jeune âge, il a su gagner la confiance du public et être titularisé à 2 reprises grâce à sa technique, son intelligence et son sens créatif aiguisé. Herbet incarnait alors la jeunesse et l'avenir du football français. Ses prestations, bien qu'insuffisantes pour changer le cours du match, ont révélé le potentiel d'un futur meneur de jeu. Après le tournoi, Herbet connut une brillante carrière de joueur nomade, évoluant dans plusieurs clubs prestigieux tels que Anderlecht Belgique, l'Étoile Rouge de Belgrade et Reims. Une fois sa retraite sportive terminée, il se lança dans le coaching et devint un véritable ambassadeur du football. Il entraîna de nombreuses petites équipes en France et surtout des sélections nationales dans des pays lointains comme le Bahreïn et le Maroc. Il consacra sa vie au voyage et à l'enseignement du football, partageant sa passion pour ce sport à travers le monde. La vie d'Yves Herbet ressemblait à ses passes sur le terrain, toujours en mouvement, créant des liens entre les gens. Il n'a pas choisi la facilité, mais a au contraire recherché de nouveaux défis et de nouveaux horizons. Son désir de contribuer et sa passion du voyage ont donné une vie riche et passionnante à cet ancien milieu de terrain talentueux. Aujourd'hui, à 78 ans, Yves Herbet est retraité, mais reste très attentif au monde du football. Il mène une vie paisible, riche d'expériences et possède un trésor d'anecdotes footballistiques des 5 continents. Son parcours est un hymne à une passion pure et sans limite. Robert Herbin, reconnaissable à sa chevelure rousse et surnommé le Sphinx, était l'un des plus grands stratèges du football français. Lors de la Coupe du Monde 1966 à 27 ans, il disputa 2 matchs, faisant preuve d'une polyvalence et d'une intelligence tactique exceptionnelle. Herbin jouait autant avec ses pieds qu'avec sa tête, analysant et contrôlant le jeu avec calme et sérénité. Il incarnait l'âme de Saint-Étienne et le style de jeu de l'équipe de France. Cependant, sa carrière de joueur n'était que le début pour la légende Robert Herbin. Après sa retraite, il devint entraîneur de Saint-Étienne à seulement 33 ans. C'est lui qui créa les légendaires Diables Verts, une équipe qui domina le football français et fit sensation en Europe dans les années 1970. Stratège charismatique, mystérieux et incroyablement talentueux, il menait une vie privée discrète et solitaire. Il vivait seul dans une maison isolée, en compagnie de ses chiens, et se passionnait pour la musique classique et le vin. Le contraste entre le tumulte du stade et la quiétude de la vie privée de Herbin est saisissante. Sur le terrain, il commande une armée. Chez lui, il choisit la solitude. Philosophe du football, il a consacré sa vie à contempler ce jeu. Le mystère du Sphinx le suit du terrain jusque dans son quotidien, exerçant sur lui une fascination irrésistible. Le parcours de ce stratège légendaire s'est toutefois achevé. Le 27 avril 2020, Robert Herbin s'est éteint à l'âge de 81 ans des suites d'une insuffisance cardiaque et de problèmes pulmonaires.
Sa disparition a marqué la fin d'une ère dorée pour Saint-Étienne. Il est parti paisiblement à l'image de sa vie, laissant derrière lui un immense héritage et un profond sentiment de perte pour des millions de supporters du maillot bleu. Jacques Simon. Le milieu de terrain nantais de 25 ans était un véritable artiste doté d'une technique hors pair et d'une intelligence tactique remarquable. Il fut un élément essentiel du jeu à la nantaise, apportant fluidité et élégance au jeu de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 1966. Bien qu'il n'ait disputé que 2 matchs, son contrôle de balle exceptionnel a toujours émerveillé les spectateurs. Il était de ces joueurs qui jouaient au football pour le simple plaisir de jouer. Après la Coupe du Monde, Simon s'installe à Bordeaux et continue à jouer au plus haut niveau pendant de nombreuses années. Une fois sa retraite sportive terminée, il choisit une vie loin du tumulte du football professionnel. Il retourne dans sa ville natale où il mène une existence paisible auprès de sa famille et se consacre à ses loisirs. Simon est une personne discrète qui apparaît rarement dans la presse et préserve sa vie privée. La vie de Jacques Simon était aussi paisible que son jeu. Sans tapage ni conflit, il traversait l'existence avec sérénité. Il trouvait le bonheur dans la simplicité plutôt que de courir après une gloire éphémère. Cependant, ce paisible voyage prit fin. Le 5 décembre 2017, Jacques Simon s'est éteint à l'âge de 76 ans. Son départ fut aussi doux qu'une brise, mais il laissa un profond sentiment de perte chez tous ceux qui aimaient le beau football. Il restera à jamais associé aux beaux souvenirs d'une époque romantique du football. Nestor Combin, surnommé La Foudre, est un parcours exceptionnel. Né en Argentine, il acquiert la nationalité française et impressionne lors de la Coupe du Monde 1966 par sa force, sa vitesse et sa maîtrise du dribble. À 25 ans, il est un attaquant redoutable et même s'il ne dispute qu'un seul match, son talent est indéniable. Sous le maillot bleu, il incarne à merveille le mélange des cultures et la puissance de l'Amérique du Sud. La carrière de Combin fut par la suite étroitement liée au football italien puisqu'il joua pour la Juventus, le Torino et l'AC Milan. Il est tristement célèbre pour la tragédie de la Coupe intercontinentale de 1969 où il fut sauvagement agressé sur le terrain par des joueurs d'Estudiantes, ce qui lui valut une défiguration faciale, l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire du football. Surmontant cette douleur physique et psychologique, Combin continua à jouer et à contribuer au succès des équipes. Après sa retraite, il s'installa en France, menant une vie paisible et évoquant rarement les douloureux souvenirs du passé. La vie de Combin est un film d'action fait de gloire et d'amertume. Sur le terrain, c'est un guerrier indomptable. En dehors, c'est un survivant d'une violence antisportive. La résilience de Combin est une leçon de volonté de survivre. Il a choisi de pardonner et d'oublier le passé pour vivre en paix au présent. Aujourd'hui, à 83 ans, Nestor Combin coule une retraite paisible à Montpellier. Il a troqué son image de foudre contre celle d'un vieil homme doux et serein, profitant de la compagnie de ses enfants et petits-enfants, loin des tempêtes de sa jeunesse tumultueuse.